Et maintenant, le Niger. Premier arrêt dans le Niger. T'es assailli par un monsieur qui voulait se faire soigner, il avait été brûlé à l'humain, et d'autres qui sont venus chercher de l'eau. Parce que dans ce coin-là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors comme nous, on en avait encore, on en a distribué. Le long de la route, nous trouverons facilement de l'eau. Et nous saurons que plus tard que nous avons passé tout près de cette zone sinistrée du Sahel. Mais c'est à l'intérieur des terres, à 80 km, 50-80 km. Mais en bordure de route, on trouve de l'eau parce que les camions passent pour transporter l'uranium qui est extrait à Arlit jusqu'à Niamey, jusque dans le sud. Alors on fait des puits le long de la route. Et le reste de la population est délaissé. Extrait du livre. Bonjour à toutes et à tous. Lorsque les roues caressent le goudron, ce qui nous frappe le plus, c'est le silence. Plus de tôle ondulée qui fait vibrer jusqu'au tréfonds de l'être. Interdit de filmer et photographier au Niger. Ils ont peur des coups d'État. Bon, on les comprend un peu, mais ça n'arrange pas Josette la photographe. De fait, depuis le laboratoire photo, il y a une petite fenêtre anodine. Comme une espionne, Josette mitraille. Les paysages sont désertiques. Des greniers à mille en forme de cône, constitués de boue séchée, parsèment le bord de route. La pauvreté est palpable. Un échange verbal nous apprend qu'il y a en ce moment une grande sécheresse qui aggrave leur sort. Dès que l'on peut, de ci de là, on donne de l'eau. Le Zampano est équipé d'une puissante pompe à eau en inox. Elle peut être immergée dans un puits vertical de 40 mètres et envoyer l'eau sur une distance de 100 mètres à l'horizontale. Pour l'activer, nous devons démarrer le groupe électrogène. Les Nigériens puisent de l'eau à l'ancienne. Des vieux et des femmes remontent des seaux d'eau à longueur de journée. La manœuvre est épuisante. Ils nous remercient chaleureusement lorsque nous activons notre pompe pour les aider. La luminosité est bizarre. La visibilité est médiocre. Il plane une couleur jaune trouble. Le ciel n'est jamais net et bleu ou que rarement. Au bord de la route, perdu au milieu de nulle part, un Touareg nous invite chez lui. Une tente conçue avec une armature de bois brut. En fait, c'est pas un Touareg, c'est des peuls. Quelques ustensiles de cuisine en fer blanc et une chèvre constituent leur bien. À même le sable, nous buvons du thé et mangeons des galettes sans goût. Le plus jeune des fils apprend un verset du Coran sur une tablette en bois brut. Il répète inlassablement ces quelques mots. Il n'y a pas d'autre écrit. Voir à la télévision ces conditions de vie ne reflètera jamais la réalité vécue. Assis et maintenant auprès de ces gens pauvres. C'est les gens que vous verrez après la dernière séquence de la ville. Voilà. Et je reparlerai plus tard, peut-être. Dû les charger à la gueule. Il y a plus que 20 tonnes. Une salle qui doit peser 100 kilos. Plus 100 kilos.
Agadez. Première grande ville du Niger après Arlit. La tour d'Agadez, aussi connue que la tour Eiffel dans ce coin-là. Le marché, avec les premières boutiques si l'on peut dire. Au Niger, il est interdit de filmer ou de photographier sans autorisation. Alors on est obligé de filmer depuis l'intérieur du bus, à travers les fenêtres, pour se cacher le plus possible. C'est toute une affaire pour avoir les autorisations qu'il faut payer. Il faut payer pour chaque département. Alors, hein? Parce que chez les Noirs, il faut dire que tout est différent de chez les Arabes et de chez les Européens. Il ne faut pas essayer de nous la faire à nous les Noirs. Vous venez, vous les Blancs, on appelle les Yogos. Fais attention, hein. Mais c'est gentil quand même. Alors là, c'est la haute couleur, c'est les grands sourires, les femmes, on les voit, c'est pas comme en Algérie, et même plus bas, on les voit encore mieux. Là, elles sont encore sous le coup de la religion musulmane, il y a pas mal de musulmans dans le nord Niger. Et là, on arrive dans une famille de Touaregs qui vont nous inviter chez eux. Malheureusement, il y a une tempête de sable, on ne pourra filmer que les intérieurs. Ils nous offriront le couscous au lait de chèvre. Le fromage au lait de chèvre. Et nous, on leur donnera de l'eau. Alors nous sommes invités sous la tente des nomades nigériens. Il y a une tempête de sable dehors. La dame est en train de coudre des bandes de paille avec quoi ils font leur hutte. Des sortes de tapis assemblés qui font des grandes huttes. La race est encore mélangée, là. Il y a du Touareg avec du noir. Oh, qu'elle est belle! J'ai sorti mon rouge à ongles, ça a fait leur délice. Les mains, les pieds, tout y a passé. L'intérieur d'attente, le lampadaire. Ça doit plutôt être le frigo à fromage. Allez. La cuisine.
magnifique broderie sur son costume, fait par elle. Et nous avons droit au thé traditionnel. Alors le thé à la menthe, on vous offre 3 thés. En principe, vous buvez les 3 thés et si on vous en offre un 4e, c'est qu'on a envie que vous partiez. Les enfants peuvent refuser le premier parce qu'il est fort. C'est le plus fort. C'est les pieds du lit. Ils ne dorment pas par terre. Ils ont les lits qui sont surélevés. Les pieds sont même sculptés. Et il y a une natte dessus. Les bagages sont empilés dans le haut de la tente. Mais malgré la tempête de sable, ça n'a pas bougé. Hein. Et eux savent d'où vient le vent et d'où vient le sable. Ils sont toujours dos au vent. Ils ont un troupeau, quelques vaches et beaucoup de chèvres et ils se déplacent au gré de la verdure, si verdure il y a. La maman qui est en train de coudre et le père, le marabout, apprend le Coran au fils. يوم عسير يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم. يبغى كده عنا والله ما تسمع خد غير من الفلوس En fait, ce que vous venez d'entendre comme bruit de fond, c'est pas les parasites, c'est le vent de la tempête de sable. Et là, nous allons quitter ces Touaregs. Refaire un bout de route et arriver près d'un puits. Voilà, on est tout près du puits. Un magnifique troupeau de buffles. Ils n'ont pas de culture au Niger, mais beaucoup de troupeaux. Au bord de la route, un puits. Ils tirent avec une corde pour aider l'outre en peau de chameau à sortir du puits. Paysage typiquement nigérien. Toujours un peu de brume.
C'est toujours voilé, le soleil est plutôt pâle, parce qu'il y a beaucoup de poussière. On voit jamais le ciel bleu. C'est surnommé le pays des soleils blancs. Du petit Dromatier, il se promenait tout seul là. Oh, qu'il est beau! Oh, la belle olive! Vous payez pas loin! Sur les tribus de Peul. Là, il remue l'autre au fond du puits pour la remplir d'eau. Les chameaux ou bœufs vont tirer la corde. Sur des poulies improvisées à la fabrication maison à l'Africana. Mais ça marche! Ils sont très beaux, grands, beaucoup de dignité. Curieux mais poli. Plus poli qu'en Suisse. Loutre à la main. Et voilà les cases. Les greniers. On change un peu de style au fur et à mesure qu'on va descendre vers le sud. Une réserve d'eau par un barrage artificiel. De l'eau dans cette brousse, dans cette savane, ça fait du bien. Chemise? Oui. Il n'y a pas chemise. Et du mouchoui, des brochettes. Et là, on ramasse le grain dans ces... Vous avez vu ce que c'était, je trouve pas le mot. Taillé à même le tronc d'une seule pièce. Alors là, il porte tout sur la tête, pratiquement.
Là, on est à Birni. Birni, je sais pas quoi, là. On va regarder si ça fait différence. Ah, c'est une différence. Tu veux parler avec moi seul, tu parles, tu es à toi. J'ai dit devant, j'ai dit 150. Ouais. Mais 125, 50 litres, moi je prends presque 200 litres. Bon. Ok. Bon. Et puis après, quand je remonte, j'ai besoin de beaucoup de gaz. Et on va acheter du gasoil qui vient en fraude du Nigeria. On est tout près de la frontière du Nigeria, on va bifurquer sur Niamey après. Alors là, ça va être le folklore. Ils viennent nous livrer avec leur jerrycan de 20 litres. Ils sont une douzaine de livreurs pour 200 litres. On les filme en douce depuis le rétroviseur, depuis l'intérieur par le rétroviseur plus exactement. On prend du gasoil. C'est la grosse bagarre. Pierre au contrôle, c'est l'affolement avec les jerrycans. Le gasoil arrive de Lagos. Non, je viens de le dire, du Nigeria. Ah, Si du Nigeria. tu écoutais ce que je dis un peu. Je viens de dire que ça vient du Nigeria. Combien on l'a payé? Bon, alors ça vaut la peine de se remuer parce qu'on a payé 1 franc 10 le litre au lieu de 5 francs 20. Le gasoil et l'essence dans les pays CFA est très très coûteux. Non merci, non merci, on a ce qu'il faut pour manger. Oui, Lagos, c'est la capitale du Nigeria. Hein. Enfin, comme on est près de la frontière, c'est pas certain que ça vienne de Lagos. Et voilà les derniers jerrycans versés, avec ou sans petits morceaux de plastique dedans. On en aura des petits morceaux de plastique avant la remontée, en reprenant du gasoil là. Et on aura des surprises dans le Sahara. La dame a installé son restaurant devant notre porte. C'est l'heure du repas. Par les grandes villes, au Niger, il n'y a pas d'électricité. Alors on a fait 540 km dans la journée, une partie de nuit, et on s'est aperçu que les villages surtout étaient éclairés au pétrole. Tous les magasins sont allumés avec une petite lampe à pétrole. On se croirait à la fête tout le temps.
Ils font des feux devant la case, aussi pour l'éclairage, le marché. Ouais, c'est bon. Du fermé. Birni, Nokni. Birni, Noni. Noni. Les anciennes huttes, mais fait en torchis celle-là, pas en paille. Celles-là en paille, elles sont plus habitées. Elles sont rondes. Ça, c'est un grenier qui n'est pas fini. Et un soleil de coucher blanc. Niamey, Avec le drapeau drapeau du Niger. nigérien. Et nous arrivons à Niamey. Le Niger. Le lavage du linge à la rivière. Et nous prenons la piste pour aller voir éventuellement des girafes. Il nous raconte un tas de choses. On aura fait 300 km de piste pour voir des girafes et des hippopotames. Les girafes, on n'en a pas vu. On a su par la suite qu'il en restait 3 sur je ne sais combien de kilomètres carrés de surface.
les gosses tout heureux de nous guider. On s'est fait avoir parce qu'on s'est pas rappelé que c'était un samedi, il n'était pas à l'école, alors il était tout le long de la route, il nous faisait signe des girafes, girafes, girafes. On a pris un, vous le verrez tout à l'heure. Mais ils nous ont bien trimballés, on n'a pas vu de girafe. On verra quand même quelques hippopotames, on passera un bon moment chez eux. Chez les guides des hippopotames. Le village est réuni, le chef est monté dans le car, il a donné l'autorisation à quelques gosses de nous accompagner pour partir dans la savane, voir des girafes, qui paraît-il étaient là il y a 2 jours. Ça va nous faire une promenade dans la vraie brousse, alors là, sans piste, sans chemin, sans rien, entre les arbres et les épineux. On verra pas de girafe, mais on rencontrera des nomades maliens et touaregs juste là en bas. Et on leur fera un bon plat de spaghettis en compensation de notre déception de ne pas voir les girafes. Et on taille la route. On enlève un peu ce qui gêne. Là, il y a vraiment... C'est le zigzag entre les arbres. Pas de chemin, pas de trace, rien. Il fait très chaud, il y a 43. Allons. Gérard, le voiturier venir, non, pas de girafe. Après 3 heures dans la savane, on a abandonné. Il n'y a pas de chemin tracé. Pas de girafe. Les girafes doivent être par là-dedans. Des jolis greniers à 1000. À céréales. Les régions qu'on a fait, enfin ces 3 pays d'Afrique noire, Niger, Haute-Volta et Togo, les gens ne meurent pas de faim. Eux s'en foutent. Alors, vous savez, bonjour madame. Bonjour. Comment tu dis? Là, on est vraiment chez les Noirs. Hein. On n'est pas loin du Mali. La navette avec les ânes pour aller chercher l'eau. Là, on est sur la piste qui va de Niamey à la frontière du Mali pour remonter éventuellement par Gao sur l'Algérie. Extrait du livre. On file en direction du sud-est. La route est bien goudronnée. Les ponts sont surveillés par des militaires démotivés. Un peu avant Niamey, nous bifurquons au nord sur une piste poussiéreuse, à la poursuite des girafes. Nous embarquons un jeune guide. Il joue d'un instrument fait de briques et de broc. Toutes les demi-heures, la question revient. « Dis, elles sont encore loin les girafes ?»« Pas beaucoup. » Au bout d'un certain temps, le doute nous assaille. Mais bon, en Afrique, le stress est inconnu, jamais brusquer le schmilblick. De temps à autre, des branches obstruent le passage.
On grimpe sur le toit et jouons de la machette. Un petit village émerge au travers des baobabs. Notre guide sort de sa léthargie musicale. Elles ne sont pas là, elles sont parties. Discussion close, les girafes, c'est foutu. Mais le village en entier est devant le bus avec des yeux ébahis. La visite commence. Ils rentrent par l'arrière, les 4 en seraient partis pour leur expliquer l'aménagement. Puis, à la queue leu-leu, ils descendent par la porte avant. Mon poste est dans la salle de bain. Rappelez-vous, la douche est dans le plancher, invisible une fois rangée. Mais le chauffe-eau et le pommeau de douche sont eux visibles dans un angle. Une vieille femme bon pied bon oeil joue la blasée en silence. Puis elle rentre dans le compartiment central où je me trouve. Ses pupilles se dilatent, son teint de peau blanchit, son bras se tend, et l'index pointe le pommeau. Elle hurle alors « Téléphone, téléphone, téléphone !» Immédiatement, une huée résonne dans la brousse. C'est sûr, les dieux ont débarqué. Pas un ne parle français. Il y a bousculade pour entrevoir le sésame. Pris de court, je n'essaie même pas de leur expliquer. Je suis en larmes, il y a risque d'inondation. C'est contagieux, un ou deux commencent à rire sans trop comprendre. Puis un malin découvre le poteau rose, en informe la foule. Ils ont un rire chaleureux, c'est le moins que je puisse dire. Le village entier est sous gaz hilarant. Bon Dieu, ça fait du bien. Les formalités sont faites, on est de la famille. L'honneur nous est accordé de rencontrer le chef du village. Pierrot, qui est le chef de sa tribu, invite le sage dans le bus. Il est digne et 3 fois grand-père. Marche sans canne, un respect palpable rôde dans ses parages. Je revis la scène en l'écrivant, ce qui va suivre s'est déroulé sans parole prononcée. Les 2 chefs sont assis face à face. Le village est groupé en bas de la porte et nous derrière Pierrot. Le courant va-t-il passer ? Les 2 hommes ont le regard vissé dans le cristallin l'un de l'autre. Un silence de paix s'éternise. En Europe, ce moment hors du temps paraîtrait inconfortable. Puis Pierrot passe une main dans sa barbe blanche. Le vieux en fait de même dans la sienne, en connaisseur. Mon père mime le fait que se raser est pénible. Le vieux lève un sourcil et mime que c'est douloureux. La famille Marceau, entre guillemets, continue le dialogue. Pierrot l'interroge. « Tu te rases avec quoi ?» Le vieux sort une vieille lame de couteau usée. « Et avec quoi ? Un peu d'eau froide, ça m'arrache la peau. » En 2 enjambées, mon père revient avec un rasoir neuf et une bombe de mousse. Il en met un peu sur son avant-bras et rase quelques poils en souriant. « Avance ton bras !» Le vieux le tend, ses yeux jubilent à la douceur vécue. Il touche la mousse émerveillé. « Tiens, le rasoir et la mousse, cadeau !» Une poignée de mains chaleureuse est échangée. Le brave homme sort en montrant bien visiblement la bombe devant son peuple, l'air de dire « Vous, pas touche !» Alors, on approche des hippopotames, le Niger. Transport de marchandises sur le Niger. Ils sont à droite avec leurs pirogues, elles sont très étroites. On est allé en pirogue pour aller aux hippopotames, on n'emmenait pas large. Et là, ils transportent la marchandise, ils transportent les gens. Ils pêchent, regardez, celui le milieu là, il était debout dans sa pirogue.
Et remonte le courant après, à la pagaie. Oh, il y en a un ou deux qui ont un petit moteur hors bord, mais ils ne seront pas la majorité. Réserve de grain, alors d'un autre style. Paille est montée sur pierre, comme dans le Valais, pour pas que les bêtes montent. Des rats, du désert. Petit blanc, Quand je bébé tes mots tout à l'heure, il a bébé tes mots, t'es nous tout le mille à l'autre, tu l'as cueilli pour pas qu'il nous. Voilà le guide des hippopotames et il a son gris-gris pour pas se faire attaquer par les hippopotames. Mais il n'osera pas approcher avec sa pirogue assez près pour qu'on puisse filmer comme il faut. Parce que son gris-gris, il est plus valable, il doit en refaire un, qui nous a dit. Et son collègue qui pagaie devant nous a dit, c'est quoi les hippopotames? Extrait du livre. À défaut de girafes, on compte se venger sur les hippopotames. Une piste plus tard et des kilomètres au compteur, nous voilà au bord du fleuve Niger, pour un rendez-vous avec un guide piroguier. Bardé de caméras et d'appareils photo, tant pis pour la loi. Nous guettons les flots. Le guide parle français avec un fort accent. Je lui demande ce qu'il porte autour du cou. Il me dit « c'est un gris-gris ». Oui, mais plus précisément, c'est un porte-chance. T'as peur de quoi? L'hippo, il est con. Il est con, l'hippo. On ne risque rien, il n'a pas de dents. Et il me dit, c'est l'animal qui tue le plus en Afrique. Il marche au fond de l'eau, puis soulève les embarcations et broie ses occupants. T'as pas un deuxième gris-gris, tu me fais flipper. On les filme à bonne distance. Ils nous guettent de leurs gros yeux. La tête est énorme. Lorsqu'il y en a un qui bâille, la pirogue me paraît trop petite pour être en sécurité. Dommage qu'on ne les voit pas en entier. On peut, mais il faut venir la nuit, car ils sortent brouter l'herbe. Cette nuit, ça serait possible? Oui, avec un supplément. Le soleil a disparu, la pleine lune éclaire le fleuve de ses rayons argent. Des bruits sourds nous guident, la pirogue glisse silencieusement. On débarque, ils sont au rendez-vous. Le guide nous précise. Pas de flash ni de lampe, sinon ils vont nous charger. T'inquiète, après ce que tu m'as dit cet après-midi, on ne risque pas d'allumer une bougie blafarde. Ce fut une soirée mémorable accompagnée de ces animaux qui ne demandent finalement que la paix. Le fleuve Niger rempli de vie ce coin aride, le sec et l'humide
en symbiose. Extrait du livre. L'Afrique est synonyme d'animaux. On compte bien en voir un maximum. De fait, il y a un parc national au sud de notre position, il se nomme Arli, libre d'accès. Il est immense ce parc, si on le traversait de part en part, suggère Gérard. D'après ma carte, il faut franchir 110 km de piste, lui dis-je. Et alors, on a traversé le Sahara, tu ne te souviens pas ? Les parents s'en mêlent. Bon, les jeunes, ça vous tente, on dirait. Bien sûr, vous avez déjà demandé à un gamin s'il veut rencontrer le Père Noël, ironise Gérard. Et à un chien s'il veut un os, je rajoute. Ça va, vous avez gagné, mais il faut faire le plein d'eau et de vivre. Un minimum de précaution s'impose. Rappelle Pierre. S'il faut pelleter, on compte sur vous, rigole Josette. Prémonition de sa part, car ce seront les pires 100 km de tout le tour du monde. Gérard et moi, nous les avons quasi fait à pied. J'exagère pas du tout. Quand je dis pire, c'est dans le sens difficile, mais inoubliable et merveilleux. Je donnerais cher pour le revivre. Ce voyage est ainsi rempli de vie. Chaque jour est différent, chaque jour est une naissance. La routine nous est inconnue, les galères se transforment en pépites. Au début, la piste est praticable, puis elle se rétrécit. Des branches ploient. On monte sur le toit et avec un lasso, on écarte les plus grosses. Puis un oued asséché se présente. Il est très arrondi, on dirait. Allez, on essaye mollo mollo. L'équipage descend. Le chauffeur reste seul à bord. De nouveau, les porte-à-faux nous posent des problèmes. Stop, ça passe pas. La température avoisine les 40 degrés. Le taux d'humidité est supérieur au Sahara. Le sol est de couleur gris-brun poussiéreux. Il faut le surélever d'au moins 40 cm. Bon, recule, on va créer deux chemins. L'opération consiste à disposer en premier lieu des cailloux. Il n'y en a pas assez autour, on arpente les alentours. Ils doivent être placés correctement, une face plate contre terre. La longueur des chemins est de 13 mètres x 2, total 26 mètres. Ça prend un peu plus de temps que des courses au supermarché. Puis on doit combler les interstices avec de la terre. Seulement le sol est très dur, séché par la chaleur. Moi je pioche, Gérard manie la pelle. Josette filme nos exploits et Pierrot surveille et contrôle l'avancement des travaux. Par exemple, il ne faudrait pas que les chemins ne soient pas assez parallèles et que le zampano glisse sur le côté, ou que les pierres s'affaissent. Des gouttes de sueur perlent le long de mon nez. Des ampoules endolorissent mes mains. On soulève une poussière ultra fine qui nous entoure tel un nuage fantomatique. Tiens, un visiteur. Noir ébène, un homme observe la scène. D'où vient-il ? Aucune idée. Je me retourne, il a disparu. 10 coups de pioche et des dizaines d'yeux scrutent le bus. Un sourire bienveillant est scotché sur eux. 10 coups de pioche, des femmes et des enfants les ont rejoints. Suite des opérations, on sort les plaques de désensablement et les disposons bien à plat. C'est parti, avance ! Le zampano s'engage à la vitesse d'un escargot fatigué. L'avant racle. Stop ! Gérard se poste à droite et moi à gauche. On place des cales en bois devant les roues. Avance de 30 cm, stop ! Nous adoptons la méthode viking. Ils déplaçaient leurs dracars sur le sol en insérant des billots de bois sous la coque. Avancez un peu, prenez ceux de l'arrière, les placez devant, etc. Nous, l'arrière commence à descendre. Une plaque fuse, se tord et se coince. Le pot d'échappement est écrasé, impossible de reculer. Les fesses à terre, j'essaie de tirer la plaque. Peine perdue, mais 55 kilos tout mouillés n'y suffisent pas. Dans un élan spontané, des mains noires tirent de toute leur force. Des rires éclatent. La brousse est de bonne humeur. Gérard pioche vers le pot pour le dégager. Il rajoute sa touche d'humour. Heureusement qu'il n'arrive pas un lion. Un éléphant à la rigueur pourrait nous donner un coup de main. Il faut criquer à l'arrière. Pas si facile de le stabiliser. Enfiler une cale en bois, réitérer de l'autre côté. 4h30 d'efforts soutenus et les zampanos respirent. L'oued est franchi. Naïvement, on pense qu'il n'y en aura plus. 3 oueds du même acabit nous prouvent notre innocence. Et vous allez voir en vrai ce que je viens de raconter.
Alors on a quitté les hippopotames. Et là, on attaque les choses sérieuses. On est passé du Niger à Haute-Volta. Et on a décidé d'aller dans le parc du W, parc national du W, pour voir les animaux. Et là, on va se farcir des routes, des pistes, en voilà un échantillon infernal. Une première fois, on mettra une journée pour faire 28 km, on aura 3 bas-fonds, vous en verrez 2. Et plus tard, ce sera le record, dans le parc d'Arly. Avant les chutes, avant le parc du W. Ah ben, la route qui continue. Ah, c'est ça. La route qui continue, elle est où? La route qui continue. Bah oui. Ouais. Il sort pas parce que c'est un petit vendeur, il est flou. Et puis prononce pas. Nous, peut-être. À tous. On saute. Voilà. Ici, il y a une merveilleuse termitière. Elle est très haute, on a vu encore plus haut. 3 fois plus haut, on l'a vu. Tapazai a 9 km de Konjo. Ça touche, mais ça passe. Ah bah pas d'accord. Pas de grave.
il faut complètement être cinglé pour être venu par là. Hein. Passage de road. En pleine brousse. Dépêche-toi, ça chauffe les cuisses, nom de Dieu. On voit plus l'arrière tellement qu'il y a de la poussière. On voit plus les autocollants. La tête arrière. Et là, il n'y en a pas. La peinture, là. Nos petits poissons. Dedans que dehors. Oh là là. Pas de délire. On est dans un trou. Apparemment, c'est incroyable, c'est les grands salles. On regarde les gratuits en bas. Ouais, bravo. C'est bon, vas-y. Tu recules un peu? Tu la vois, ouais. Stop! Je sais. Et les deux là, ça va pas, c'est le chef du gros. Vas-y, t'es dessus là. Doucement, stop. Vas-y. Gratte, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est légal. Attends, stop. Vas-y. Stop. Vas-y, ça passe, on avance tout. Vas-y. Non, non. Attends, ça touche.
ça serait plus pratique de sortir le fric. On essaye de sortir. Moi, t'es plus sur les cales, ça va. Tu peux y aller d'un coup. Ça y est, on sort. On a pété quelque chose, là. Eh ben, dis donc. On n'est pourtant pas dans le désert. Oui, 3 bas-fonds comme ça, on s'est fait sur 28 km, le dernier à la nuit. Et nous voilà aux chutes de Koudou. Ah, ça valait l'effort. Tout près des chutes de Koudou, en repartant, on mettra 4 heures pour faire 10 mètres, dans le premier bas-fond. Pour l'instant, repos. Protéger des moustiques. Alors là, à l'après-midi, Josette et Gérard Verna sont partis se promener là. Ils sont plongés le lac, ils sont montés la butte, et à gauche, dans le bosquet, un lion s'est mis à rugir. Moi, j'ai entendu depuis l'autocar. J'ai couru, et à leur rencontre, eux, ils venaient vers le car, ils ont eu la pétoche. Et malheureusement, ils ont encore hurlé la nuit, ils sont venus au bord de l'eau, ça se désaltérer. À 150 mètres du car, ils ont poussé un rugissement extraordinaire. On était trop fatigués pour aller voir à la lampe de poche. Les chutes de Koudou, à sec là en ce moment. Et dans ce lac, du poisson, pas croyable. On n'a pas pêché, mais on est mauvais pêcheurs. Voilà, sur ce rocher là-haut, un merveilleux observatoire où on était vraiment à l'abri et on surplombait, là, tout près du bus, des singes. En faisant un minimum de bruit, on avait réussi à voir les animaux s'approcher tout près du bus, les écureuils sur la table à côté de l'autocar.
Voilà les lascars sur leur perchoir. Ouais, salut. Et les animaux petit matin qui viennent boire. Malheureusement, toute une équipe de noirs, de pêcheurs, viendront braconner dans le lac et enfuir les animaux. Nous fuirons aussi. On aurait pu patienter un peu qu'ils s'en aillent, eux, mais on manquait d'eau, alors un peu écœuré, on sera resté que 3 jours là. Devez nous voir sur le rocher. Ben voilà l'équipe. Ils sont venus à 22 dans une Jeep incroyable, avec des vélos, avec tout un truc hétéroclite. Enfin, on s'en va, tant pis. Au revoir Koulou. Et on se paye un joli bas-fond. Parc national. On est de nouveau pris dans un WED. On est en train de combler le trou des pierres et du sable. Faire un chemin pour pouvoir passer. Il est 4 heures de l'après-midi, il fait 45 degrés. On est en pleine brousse. Pour les piétons, il y a un pont. Les grands regardent. Les deux du nez bossent. On essaye de cacher les cailloux avec du sable pour pouvoir mettre le plat dessus.
des falaises. On a mis des plaques sur les cailloux, la terre dessus. On fait un deuxième chemin pour la deuxième roue. Et l'autre regarde beaucoup, mais c'est tout. Il se marre, c'est tout. On a fait un autre petit arc pour mettre une autre plaque. Heureusement, on est à l'ombre pour une fois. On sort un petit chapeau sur la tête. Comme un malien. Quelqu'un essaie de nous aider. C'est bon là, tu peux y aller. Tape sur les plaques. Faut que tu traverses un petit coup là, vas-y, vas-y. Voilà, là. Ça va. On va y aller là. Viens un peu vers moi là. Vas-y, ça passe. Allez. Ta gueule. Vas-y. Si, ça passe.
On avance cale par cale. Allez. La plaque s'est circulée. C'est enlevé comme ça. Nous sommes chez les Gourmanche et nous nous dirigeons vers Arly. Santé, Arly. C'est après Arly qu'on va battre notre record de durée.
Antilope cheval. Elle a des cochons. Où ils sont? Et derrière, comment? Comment c'est ce derrière? Oh, les encochères! Ah, c'est là, derrière. Ils traversent! Un cochère, sûrement un ancêtre du sanglier. Un baobab qui a reçu le baptême du feu et de la foudre. Ouais, attends. Ouais, c'est ça. Les buffles. Oui, voilà. Et là, c'est le plaisir qui continue sur la piste d'Arly, du parc d'Arly, alors, A-R-L-Y. On souffre.
La branche. Ah bah c'est là qu'on va se préparer. Oui, c'est là. Bon là, on va pas. Ça a passé? Oui. On est sur un des 3 circuits du parc d'Arly. Celui-là, c'est celui des lions et des éléphants. On a vu les lions et les éléphants. Et on se sera tapé 70 km de boucle sur cette route infernale.
Et pour finir, une petite série diapo à l'ancienne, et avec 2 anecdotes racontées. Et voilà, c'est parti. Extrait du livre. Les chutes de coups d'eau, lieu incontournable du parc, sont en vue. C'est la fin de la saison sèche. Mon père s'installe sous une moustiquaire à l'extérieur, bouquin en main. Seul au monde. La brousse nous enveloppe d'une quiétude silencieuse. Des visiteurs nous encerclent, en mode furtif. Des singes curieux guignent. Un téméraire s'approche, il doit croire que les dieux ont débarqué. La rivière de l'Oued est asséchée, mais un petit lac subsiste et est flanqué de majestueux rochers d'une dizaine de mètres de haut. En face, la brousse touffue borde l'étendue. Josette, Gérard et moi décidons d'explorer les environs. Pierrot installe un transat, une moustiquaire et se plonge dans la lecture de son bouquin. Josette a mal à un genou. De fait, elle prend une canne. Nous voilà partis pour une balade tranquille. Le gué de la rivière est franchi sans encombre. Le chant des oiseaux enivre nos ouïes. Un bruissement léger de feuillus égaye l'ambiance. Sans raison particulière, un silence total s'installe. Bizarre, vous ne trouvez pas ? Oui, on se croirait dans un film d'horreur juste avant une scène dramatique. Arrêtez de débloguer, les gosses. Un rugissement est émis à 3 mètres devant nous et les feuillages s'ébrouent en cascade. Un lion ! La théorie dit ceci. Face à un lion hors cage, ne jamais courir. Ni une ni deux, nous prenons nos jambes à nos coups et détalons comme des lapins de Garenne. Josette n'est pas en reste, sa canne virevolte en tous sens. Oubliez les douleurs musculaires. L'instinct de survie est plus fort. Elle court et dans un souffle nous intime de l'attendre. Gérard et moi, sans ralentir un chouille, nous l'encourageons. « Cours, cours !» Pierrot a entendu le rugissement et court vers nous. On se croise et nous lui gueulons « Cours !» Il nous répond étonné « Mais je cours déjà !»« Dans l'autre sens, dans l'autre sens !» Arrivé au bus, essoufflé et courbé en deux, la sérénité revient. Ce brave lion, après son avertissement, a décidé sans doute que notre chair ne valait pas une usure prématurée de ses crocs. On se regarde en parfaite symbiose, un fou rire général éclate. Chacun revoit la scène ubuesque et en raconte un fragment. Les rires repartent de plus belle. La savane redevient plus bruyante que le rugissement du lion. Incident clos, mais curiosité insatisfaite. Extrait du livre. On est dans la brousse, on n'a plus d'eau et on trouve un hôtel qui est tenu par un Français paumé au milieu de rien. Alors voilà ce qu'il s'est passé. Après les présentations, il nous autorise à faire trempette. Il avait une piscine. Le Nirvana en live. Pourriez-vous nous aider ? Par suite d'une erreur, nous n'avons plus d'eau. Ouh là là, l'eau est plus sacrée que l'or par ici. Venez avec moi, je vais vous montrer la seule chose que je peux pour vous. Vous voyez, l'eau arrive d'un marigot saumâtre. Il passe dans ce premier bassin de décantation. En totalité, il y en a 3. Je vous autorise à vous servir dans le deuxième et vous vous débrouillez pour la pomper. Stupeur chez les vuniers, l'eau est jaune canari. Conciliabule. On a un filtre antibactériologique, c'est le moment de le brancher. J'ai une suggestion, on en a 3, on les met à la queue leu-leu, s'écrie Josette. On est tous d'accord, renchérit Pierrot, pas rassuré. Aide-moi Alain, on sort la bête, décide Gérard, notre pompe immergée en inox. Avant de remplir les réservoirs, tuyaux en main et verre d'eau à portée, nous regardons s'égouler le précieux liquide. Elle est un peu moins jaune. T'as la vue qui baisse, elle est pareille. Les gosses, ce sont des filtres bactériologiques, la couleur est secondaire, précise mon père, pas convaincu lui-même. Allez, qui la goûte, tente ma mère. Celle qui propose, dis-je lâchement pour détourner l'attention de moi. On tire au sort, dit Gérard, tout aussi téméraire. Bon, l'éternité est trop longue et nos vies plus courtes, alors un courageux, nom de Dieu, ironise le paternel. Je ne sais si c'est l'inconscience de la jeunesse ou la stupidité vaniteuse, quoi qu'il en soit, je frime. Passe-moi ce verre, je suis le plus jeune, mes défenses immunitaires doivent être meilleures. Je trempe les lèvres et bois la moitié. En vérité, le goût est neutre, mais la pensée de toutes les bestioles faisant leurs besoins et les vers, genre bilariose, grouillant dans cette couleur jaune, m'engendre un haut le cœur dissuasif. Les 3 autres mousquetaires reculent d'un pas. « On se barre, pas question de mettre une goutte dans les réservoirs, affirme le capitaine. Et on est parti.
Voilà, c'est la fin. La prochaine bobine sera consacrée encore un peu aux pistes africaines et au Togo. À bientôt. Au revoir tout le monde.